Salut à tous, c'est avec un immense plaisir d'être parmi vous pour discuter d'un sujet de la reproduction chez les mammifères concernant la SVT. Tout d'abord, avant de commencer, j'ai remarqué que il y a des vues mais il n'y a pas de like, il n'y a pas d'abonnés. C'est pas pourquoi vous ne likez pas cette vidéo. Ça ne vous coûte totalement rien, vous n'allez pas mourir si même vous ne m'aimez pas. Si vous n'aimez pas ma voix, au moins aimez l'image, les réponses qui sont à l'écran. Ça ne va pas vous tuer. Moi, ça me fait du bien. Ça me procure de la force. Donc, sans plus tarder, on y va avec le sujet. Voilà, le document ci-dessous, ci-compte plutôt, montre les schémas de quelques structures ovariennes observées au cours du cycle normal. Donc, on dit d'identifier chacune des structures A et B et A, B, C. Donc, bon, sans plus tarder, on va aller à la correction parce que le temps presse. Voilà, l'identification des structures A, B et C. Donc ici, on a le A, c'est le follicule mûr, le follicule de Degraaff. Donc nous voyons ici la trompe, nous voyons le corona radiata, la zone pellucide ici, euh, nous voyons le cumulus oforus, tout ça là. Vous voyez bien l'entrompe, le liquide folliculaire qui est là. Ici, nous avons le corps jaune. Donc, après l'expulsion, nous avons le corps jaune. Ici, nous avons le follicule rompu. Donc, vous voyez que le l'ovocyte est sorti. Donc, il reste le follicule rompu. Donc, on y va avec la question suivante. Donc, on dit de donner les phases de chacune des structures. Donc, au niveau de A, nous voyons que c'est l'évolution des follicules. Donc, on est au niveau de la phase, la phase folliculaire. La phase folliculaire. Donc, c'est la phase folliculaire. Le B, on a dit c'est le corps jaune. Le corps jaune, c'est le corps jaune, c'est au niveau de la phase lutéinique. Donc c'est après la phase après l'ovulation que on a le corps jaune. Le C, nous avons la phase ovulatoire. Donc vous avez vu qu'il y a l'expulsion de l'ovocyte. Donc c'est l'ovulation. Donc l'ovule est sorti. Donc le 3, on dit la reconnaissance de H1 et de H2. Donc on y va avec la courbe. Voilà la courbe. Nous avons complètement le train plein qui est à peu près, bon, pas nul, est constant au cours. Et à la 5e heure, on voit qu'il y a un pic. Un pic ici, un pic ici, un pic ici. Après, on a un pic ici. On voit que les trains, on a une seule courbe. Donc on voit quoi? On a deux pics de H1 et un pic de H2. Donc ici, on est au niveau du cycle sexuel normal. Donc nous avons les deux qui sont le H1 qui est l'oestrogène et le H2 qui est sécrété après l'ovulation qui est la progestérone qui est sécrétée par le corps jaune. Donc voilà. Donc le H1, oestrogène, deux pics. Un grand pic au 12e jour du cycle, un pic moins important au 21e jour. H2, la progestérone, elle est sécrétée pendant la phase luténique et présente un seul pic le 21e jour. Donc on nous demande les origines des deux hormones H1 et H2. L'oestrogène provient des follicules. Donc au niveau de la phase folliculaire, ce sont les follicules qui produisent l'oestrogène. La progestérone, comme c'est une hormone de calme utérien, c'est sécrétée par le corps jaune. Donc c'est après l'ovulation que on a le corps jaune. Donc on a l'excrétion de la progestérone. Donc c'est à la deuxième phase, donc à la phase lutéale. Donc c'est tout ça. On y va, les phases, identifier la phase correspondante de chaque groupe justifié. Donc nous avons les coupes de l'utérus. L'utérus ici,
on a une coupe aussi ici. Donc, la première, ici, le A, c'est la coupe de l'utérus à la phase prémenstruelle. Donc, on voit que nous voyons que l'endomètre est peu développé. Bon, ça commence à se développer. C'est plus développé ici. C'est plus développé ici, c'est moins développé. Bon, on y va avec ce qu'ils ont écrit à la correction. Voilà, nous avons le figure B, coupe de l'utérus à la phase post-menstruelle. Donc, c'est après les menstrues. On voit que la lumière est réduite. La lumière est réduite, l'endomètre est peu développé. Les glandes des tubes peu profondes. Peu profondes. Absence des dentelles. Donc, il n'y a pas les dentelles comme ici. Il n'y a pas les dentelles comme ici, les dentelles là. Donc, à la phase, on coupe la coupe prémenstruelle. Donc, la lumière est large, l'endomètre est bien développé, les glandes en tubes sémieuses. Nous avons la présence des dentelles. Donc, c'est tout ça là au niveau des coupes. Donc, ici, c'est l'endomètre est peu développé. Ici, c'est bien développé. Donc, on y va avec la question suivante. On dit les effets de ces hormones sur les tissus de l'utérus au cours du cycle sexuel dans le tableau. Vous aurez le sujet, hein, donc vous aurez le sujet en main. Je vais déposer le lien dans la description. Vous pouvez télécharger, avoir ça en main pour pouvoir me suivre. Donc, la substance chimique, nous avons l'oestrogène qui est une hormone, la progestérone. Les organes cibles, nous avons l'endomètre, le myomètre et le col de l'utérus. Donc, dans chaque type de cellule d'organe ou de cellule, nous avons des actions spécifiques de l'oestrogène là-bas. Voilà, au niveau de l'endomètre, nous avons qui favorise le persistement de l'endomètre, qui assure la formation des glandes en tube. Donc, la sensibilisation aussi sensibilise les tissus de l'endomètre à l'action de la progestérone. Le myomètre, il favorise les contractions utérines. Le col de l'utérus favorise la sécrétion d'une glaire perméable aux spermatozoïdes. Donc, aux spermatozoïdes. Au niveau de la progestérone, ça agit aussi sur l'endomètre, le myomètre et le col de l'utérus. Au niveau de l'endomètre, il assure la formation de la dentelle utérine, la stimulation de la sécrétion de mucus et de glucogène par les glandes du tube, en tube plutôt. Le myomètre inhibe les contractions, donc silence utérin, donc le calme utérin. Donc c'est la progestérone c'est la progestérone aussi joue un effet d'accalmie. Bon, calme joue un rôle de calme utérin là-bas. Donc le col utérus favorise la sécrétion d'une glaire imperméable aux spermatozoïdes. Donc les spermatozoïdes ne pourront pas passer. Donc c'est ce que je voulais vous montrer ici. On y va avec la suivante question, de proposer une expérience sur un mammifère qui prouve que l'ovaire plutôt agit sur l'utérus par voie hormonale. Donc ici, on va faire deux trucs. On va faire une ovarectomie et on va faire une greffe. Donc ici, on fait une ovarectomie bilatérale d'une rate pubaire. Donc on enlève, comment dire ça? On fait une ablation des deux ovaires. Donc il n'y a plus, on met un patch ici, on bloque ici, ou bien on enlève les deux ovaires. Donc une ovarectomie. Donc on voit aucun développement de la muqueuse et disparition du cycle sexuel. Donc ici il n'y a pas sécrétion, il n'y a pas expulsion de l'ovocyte et de l'ovule, bien de l'ovocyte. Il n'y aura pas développement du nid utérin ici. Du nid utérin, il n'y aura pas formation du nid utérin ici et avoir les menstrues. Donc on va faire une greffe d'un ovaire sous la paume d'une rate ovarectomisée ou injection d'un extrait hypophysaire. Maintenant, on a fait une ovarectomie. Maintenant, on injecte des extraits ovariens à une rate quand on a ovarectomisé. Donc, on voit un développement de la muqueuse et de retour au cycle utérin. Donc, ce sont les deux les hormones, plutôt les ovaires vont agir sur l'utérus pour pouvoir faire un développement
arriver à développer l'endomètre pour pouvoir accueillir l'ovocyte qui va être expulsé lors de l'ovulation. Donc, bon, c'est tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui dans cette vidéo. J'espère bien que vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de partager, ça ne coûte totalement rien. Et à la prochaine. Merci. C'est encore avec un immense plaisir d'être parmi vous pour discuter d'un sujet de la reproduction chez les mammifères. Tout d'abord, avant de commencer, je vous exhorte à vous abonner. Je ne sais pas pourquoi vous ne vous abonnez pas, vous likez la vidéo. Je ne sais pas. Ça ne vous coûte totalement rien. Je vous exhorte à vous abonner. Merci. Sans plus tarder, on va aller au niveau du sujet, reproduction chez les mammifères, comme vous le voyez à l'écran. Donc, sans plus tarder, on y va. On se propose d'étudier les relations fonctionnelles entre l'utérus et les ovaires au cours du cycle sexuel chez la femme. Le grand 2, le document 1, représente 3 coupes schématiques A, B, C de l'utérus d'une femme. On dit de légender le document et d'indiquer à quelle phase du cycle correspond de chaque coupe. Donc, on y va. Voilà, c'est ça ici. Nous avons la coupe de l'utérus. Nous avons les glandes en tube. Donc, c'est ça ici. Les glandes en tube. Les glandes en tube. Et ça ici. Les glandes en tube qui vont permettre la sécrétion du mucus. Nous avons les vaisseaux sanguins qui sont en spirale. Les vaisseaux sanguins qui sont en spirale. Ici. Ce sont les vaisseaux sanguins. Vous allez voir que ici, c'est l'endomètre. L'endomètre qui va accueillir l'ovule. Nous avons le myomètre ici, la couche inférieure, le myomètre ici. Donc c'est tout ce qui est à l'écran. Donc on y va avec la question suivante. D'indiquer à quelle phase du cycle utérin correspond chaque coupe. Nous avons le A, c'est la phase prémenstruelle. Et ici la phase post-menstruelle, parce que nous voyons quoi? Nous avons l'endomètre qui est peu développé. Ici, c'est bien développé. Donc, c'est bien développé. C'est la phase pré. Ici, c'est peu développé. Vous voyez que ça diminue au cours du temps. Donc, c'est la phase post-menstruelle. Phase post-menstruelle. Donc, on y va avec la question suivante. Pour comprendre chaque origine des modifications cycliques de l'utérus, on a réalisé des expériences sur des séries pubères. Les séries et les résultats sont résumés dans le document suivant. Voilà. Ici, on fait l'ablation, on ne voit aucun effet. On fait l'ablation de l'utérus, on ne voit aucun effet. Ablation des ovaires, arrêt des cycles utérins et atrophie de l'utérus. Grève, on voit retour à la normale. Que peut-on conclure à partir des résultats 1 et 2? Donc, l'utérus est sans effet sur le cycle ovarien. Donc, on fait l'ablation, on voit qu'il y a toujours l'expulsion de l'ovocyte, il y a tout ça là. Mais le cycle ne s'arrête pas. Le cycle ne s'arrête pas, on fait l'ablation de l'utérus. Donc, l'utérus n'a aucun effet au niveau du cycle ovarien. Or, l'ovaire, ici on fait l'ablation des ovaires, on voit qu'il y a l'arrêt du cycle utérin et atrophie de l'utérus. Donc, ce qui veut dire que l'ovaire contrôle l'activité utérine. Donc, l'ovaire contrôle le cycle utérin. Donc, on y va avec la question suivante. Donc, à partir des résultats de l'expérience 3, déduisez la nature des interactions entre l'ovaire et l'utérus. L'ovaire contrôle l'utérus par voie hormonale. Donc, c'est tout ça. Vous allez voir la vidéo précédente. L'ovaire contrôle l'utérus par voie hormonale. Ouais, ce sont les expériences ici. On voit l'ablation de l'utérus. On voit qu'il n'y a rien. Or, on fait une injection sous-cutanée. On voit que l'utérus se développe. L'utérus, on a un retour normal et reprend, le cycle reprend. Donc, on voit que l'ovaire contrôle l'utérus par voie hormonale. On y va. Grand 3. Le document C3 ci-dessous représente les variations du taux plasmatique des hormones ovariennes sécrétées au cours du cycle sexuel normal. Donc voilà ça. 5. En exploitant les documents 1 et 3, mettez en relation les variations du taux plasmatique des hormones ovariennes et l'évolution de la muqueuse utérine. Donc, on y va avec les résultats.
vous allez voir, au niveau de la phase ici, nous avons la phase folliculaire. La phase folliculaire qui est marquée par l'oestrogène, la sécrétion de l'oestrogène. La phase lutéale, il y a plus la progestérone qu'elle a et l'oestrogène. Mais il y a une forte production de la progestérone parce que le corps jaune est présent là-bas. Donc, on y va. Au niveau de la phase folliculaire, on a une augmentation du taux d'oestrogène et l'absence de progestérone. Développement de l'endomètre au niveau du document 1. Vous avez vu qu'au niveau de la coupe A, on voit un développement de l'endomètre. Parce qu'on voit quoi? On voit les vaisseaux en spirale, les glandes en tube qui sont bien développées, qui sont bien larges. Donc, je vais mettre le sujet dans la direction comme d'habitude. Donc, vous allez avoir le sujet en main pour pouvoir voir les vidéos. Donc, on voit le développement de l'endomètre est produit par augmentation de la sécrétion. Exactement. La phase lutéale, sécrétion de la progestérone, surtout la sécrétion de d'oestrogène, surtout la sécrétion de la progestérone élevée. Transformation de l'endomètre en dentelle. Donc la sécrétion de la progestérone est à l'origine de la dentelle utérine. Donc voilà notre document 2. Bon, à la dentelle, on va... Bon, si il n'y a pas ça tellement ici. Il y a les dentelles ici. Donc, lorsqu'il y a progestérone, il y a une production élevée. Il y a la dentelle utérine qui va être développée. Donc, le 6 dit, expliquez alors. Je suis un peu fatigué, mais bon, on va aller. Expliquez alors le mécanisme hormonal qui détermine la menstruation. Donc, on va. La chute des hormones ovariennes à la fin du cycle est à l'origine de la menstruation. C'est ça. Donc, le mécanisme hormonal qui détermine la menstruation, c'est juste la chute des hormones ovariennes qui est à l'origine des menstruations. Donc, ce qui veut dire que donc, s'il y a la destruction du nid utérin, donc il y a la menstruation. Donc, la menstruation, c'est encore règle qu'on appelle d'habitude. Donc, c'est tout. Donc, suite à la chute des hormones ovariennes, on aura la menstruation. C'est ça ici. On aura la menstruation. Donc, lorsqu'ils vont chuter, la progestérone et l'oestrogène, lorsqu'il n'y aura plus parce que la progestérone est là pour assurer le calme utérin, pour ne pas qu'il y ait le coulement du sang, comme on appelle la règle. Donc, lorsque ça va chuter, donc ça veut dire qu'il n'y a plus une hormone qui soutient l'endomètre, le nid utérin, il n'y a plus le calme utérin. Donc, il y aura une brutalité, une sécrétion, la menstruation. Donc, c'est ça ici. Donc, c'est tout ce que je voulais vous présenter dans cette vidéo. Un peu fatigué, mais bon, on va gérer comme ça. Voilà. N'oubliez pas de vous abonner. C'est toujours ma chanson. Abonnez-vous, likez, partagez. Ça ne vous coûte totalement rien. Moi, ça me fait du bien. Et à la prochaine pour une autre vidéo. Salut à tous. C'est encore avec un immense plaisir d'être parmi vous pour discuter d'un sujet de SVT sur la reproduction chez les mammifères. Toujours une chanson. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de partager. Ça ne vous coûte totalement rien de liker ma vidéo et de partager. Ça me fait du bien, ça me procure de la force. Allons-y sans plus tarder avec le sujet. Voilà. On dit pour comprendre les origines des modifications cycliques de l'utérus, on réalise des séries d'expériences suivantes. Donc l'expérience 1 dit quoi? On réalise des observations microscopiques de l'endomètre en 3 périodes différentes d'un cycle sexuel de 28 jours.
On mesure en même temps le taux de glycogène et de mucus sécrétés par les glandes. Le document suivant représente ces observations microscopiques et la variation des taux des hormones ovariennes au cours d'un cycle sexuel normal. Donc, on dit exploiter le document pour mettre en relation les variations des taux des hormones ovariennes avec les modifications de l'endomètre. Voilà, c'est le document là. Ouais, on voit notre oestrogène, la progestérone. Donc, vous voyez ici, les glandes du tube, nous avons l'endomètre plus 2 ici. On y va avec la correction. Donc, on voit que au quatrième jour du cycle, la sécrétion d'oestrogène est faible et la concentration est inférieure à 1000 picomètres par litre, avec absence des glandes en tube. Au 12e jour, on voit du cycle de la sécrétion d'oestrogène augmente jusqu'à 220 picogrammes par litre avec une apparition des glandes en tube non sécrétrices. Au 21e jour du cycle, la combinaison de sécrétion d'oestrogène et de progestérone entraîne une évolution des tubes des glandes sinueuses sécrétrices, donc qui sécrètent le glycogène et le mucus. Donc c'est ça l'analyse de ce graphe, donc de la première série d'expériences. On y va avec la question suivante. La deuxième série d'expériences dit: pour expliquer le déterminisme des modifications utérines, on effectue sur 4 lots de rats castrés des expériences dont le protocole et les résultats sont présentés dans le tableau suivant. Donc, au niveau, vous voyez les rats castrés par haut, on a fait l'injection d'oestrogène au temps 1, l'injection de progestérone au temps 2 avec le temps 2 supérieur à temps 1, et on voit l'aspect de l'utérus en coupe, les aspects de mouvement à la fin du traitement. Donc on voit un, c'est l'endomètre ici, et l'endomètre ici, et c'est le myomètre. Donc c'est un myomètre. Donc on nous dit d'analyser ces expériences et de déduire. On y va avec la correction. Donc voilà. Donc on voit que dans le lot 1, sans injection de progestérone et d'oestrogène, l'endomètre ne présente pas d'aspect dentellé. Donc on ne voit pas les dentelles. Dentellé comme dans le cas de lot 4 traité avec ces deux hormones. Donc ces deux hormones sont responsables du développement de l'endomètre et de la formation des dentelles. La formation des dentelles. Mais si on injecte les oestrogènes simplement, il y a un léger développement de l'endomètre. Par contre, si on injecte la progestérone tout seul à la rate castrée, il n'y a aucun développement. Donc vous voyez que c'est la même chose. Il n'y a aucun développement de l'endomètre. Donc la progestérone ne présente pas son effet, qu'en présence des oestrogènes. Les oestrogènes ont un effet positif sur l'utérus et la période T1 coïncide avec la phase post-menstruelle. Donc, post-menstruelle, donc, et qui veut dire que l'association de la progestérone et de l'oestrogène. Donc, si l'ingestion combinée des oestrogènes et des progestérone ont un effet considérable. Donc, les deux hormones agissent positivement sur l'utérus
avec T2 la période prémenstruelle. Donc, c'est tout ce que je voulais vous présenter ici. On y va avec la question suivante. La série suivante, la troisième série dit, pour savoir l'action de l'oestrogène sur les cellules de l'endomètre, on a réalisé les expériences suivantes. L'expérience a dit quoi? On injecte une dose d'ostradiol équivalente à la sécrétion physiologique chez une rate castrée, puis on mesure l'évolution du taux de certains constituants cellulaires dans les cellules de la muqueuse utérine. Les résultats sont résumés dans le document ci-contre. Interpréter les trois courbes en dégageant l'action de l'ostradiol sur les cellules. Voilà les trois courbes. Ça, l'ARN, les protéines. On y va avec l'interprétation. Bon, on voit, c'est l'injection de 0,2 microlitres d'ostradiol à une rate castrée. Donc, on voit une synthèse de quantité croissante de l'ARN messager de cellules utérines après 6 heures de l'injection. On voit les molécules de l'ARN, de l'ADN messager sortent de noyau pour se trouver dans le cytoplasme, pour se traduire en protéines dans la 12e heure après la synthèse de la protéine commence. Donc, on a l'ADN qui est là, qui va sortir du noyau pour entrer dans le cytoplasme et traduire la protéine. Donc, l'accumulation de ces protéines stimule les cellules utérines de se multiplier, ce qui engendre l'augmentation de la quantité d'ADN. Donc, l'accumulation de protéines va conduire à une augmentation de la quantité d'ADN. Donc, ce qui va venir la planification de la muqueuse utérine, en parenthèse, la prolifération de tissus et l'accroissement de la taille de l'utérus. Donc, les cellules de l'endomètre sont les cellules cibles d'ostrogène. Cette hormone stimule la multiplication cellulaire de la muqueuse utérine. Donc, c'est tout ce qu'il faut commenter ici. Après l'injection, nous avons une synthèse de la quantité d'ADN. Après, la quantité d'ADN va sortir du noyau, pour entrer dans le cytoplasme pour se traduire en protéines. Donc, il y aura une accumulation de protéines qui va se multiplier, entraînant l'augmentation de la quantité d'ADN. Donc, de la quantité d'ADN. Donc, ce qui veut dire que les cellules de l'endomètre sont des cellules cibles de l'ostradiol. Donc, on y va avec l'expérience suivante. Donc, l'expérience veut dire quoi? On répète les mêmes expériences de la cellule 2, de la série 2, pour des rats de l'eau 2 et 4. Mais on a injecté de la progestérone radioactive. Progestérone dont certaines quantités, certains atomes d'hydrogène sont remplacés par des atomes de tritium. Après, on a mesuré la radioactivité, le nombre de granulations par les cellules de l'endomètre. Le résultat est présenté sur le document ci-contre. Donc, à partir de l'analyse du document ci-contre, de dire une autre action de l'ostradiol sur les cellules utérines. Donc, sans plus tarder, on va aller. L'analyse de ce histogramme montre la radioactivité, que la radioactivité se concentre dans les cellules de l'endomètre du lot 4 seulement. On peut imaginer que l'ostradiol sensibilise les cellules de l'endomètre à l'action de la progestérone. Donc, l'hormone stimule la synthèse des récepteurs de la progestérone. Donc c'est ça. C'est cette réponse qu'on peut accumuler à cette radioactivité-là, à cette expérience. Donc, la radioactivité se concentre au niveau de la cellule du lot 4. Donc, ce qui montre que l'ostradiol sensibilise les cellules de l'endomètre sous l'action de la progestérone, comme on a dit ici. Donc, on a injecté la progestérone. Nous sommes arrivés à la fin de la vidéo.
J'espère bien que vous avez aimé. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire. Je suis là pour répondre. Merci et à la prochaine. Tous, c'est encore avec un immense plaisir d'être parmi vous pour discuter d'un sujet de la SVT. Concernant la reproduction sur les mammifères. Tout d'abord, avant de commencer, je vous exhorte à vous abonner, de liker la vidéo, de partager, ça ne coûte totalement rien de liker cette vidéo, ça ne vous coûte totalement rien, vous n'allez pas payer. Moi, ça me procure de la force à continuer. On y va avec le sujet. À l'écran, on dit des deux rats A et B sont placés dans de diverses conditions expérimentales indiquées par le document 1. Pour les conditions A et B, en argumentant votre réponse, précisez les conséquences de l'ovarectomie sur la rate A, l'hypophysectomisée sur la rate B, et pour les conditions C, en argumentant votre réponse, précisez l'évolution de l'activité utérine chez la rate A. On y va avec la condition A. Donc la condition A nous dit quoi? Donc c'est quoi? On voit, c'est l'ovaire ici, c'est l'hypophyse ici, c'est l'utérus ici. Vous voyez, on a fait quoi? On a fait une ovarectomie à cette rate. Donc la castration entraîne une chute du taux plasmatique des hormones hypophysaires. Donc cette chute provoque une élévation de une levée plutôt de l'inhibition sur le complexe hypothalamo-hypophysaire, entraînant une fausse sécrétion des gonadotropes, un blocage du cycle utérin, une régression des caractères sexuels secondaires et la stérilité. Ouais, on a fait une ovarectomie. Donc, il y aura le cycle utérus va être atrophié. Il y aura un blocage utérine. Il n'y aura plus de développement des caractères sexuels parce qu'il n'y aura plus production de l'oestrogène et de la progestérone. Donc, il n'y aura rien. Donc, ce sera la spam. On voit là, les ovaires exercent un effet modérateur sur l'hypophyse. Ce mécanisme est désigné sous le nom de feedback négatif ou bien rétrocontrôle négatif. Donc c'est tout. Donc la castration entraîne, ce sont les trois choses que la castration, l'ovarectomie va causer. Une élévation de l'inhibition sur le complexe hypothalamo-hypophysaire, un blocage du cycle utérin, la régression des caractères sexuels et la stérilité, et vous concluez que le ovaire entraîne un feedback, un contrôle négatif sur l'hypophyse. Donc, on y va avec la condition B. On a fait une hypophyse sectomisée, donc on a levé l'hypophyse. Donc, on a fait l'ablation de l'hypophyse. L'hypophyse sectomisée provoque une chute des hormones hypophysaires, donc un arrêt du cycle sexuel. Donc l'hypophyse, on conclut que l'hypophyse contrôle le cycle sexuel. Donc on a fait une hypophyse. Avec ça, nous avons la production de la FSH et de la LH. Donc la FSH, la LH qui provoque le pic d'ovulation. Donc sans la LH, on n'a pas ovulation. Donc on a détruit l'hypophyse qui produit la LH et la LH. La LH et la FSH. Or, c'est avec la LH qu'il y a ovulation. Donc, il n'y a plus ça. Donc, il y a arrêt du cycle sexuel. Donc, c'est tout. On y va avec la question suivante. Donc, ici, on voit la condition mise en parabiose entre la rate A et la rate 2. Donc, on a collé, c'est-à-dire on a collé les deux ovaires. Donc, vous avez l'hypophyse de A stimule le cycle ovarien chez B.
et par suite un développement normal du cycle utérin du rat B. Les ovaires du B agissent sur l'hypophyse de A par l'intermédiaire des hormones ovariennes transportées par le sang. Donc la parabiose provoque la restauration du cycle sexuel chez B. De même, les ovaires de B exercent un rétrocontrôle plus ou moins positif ou négatif parce que les ovaires jouent le rétrocontrôle négatif et positif. Ce n'est pas comme chez les hommes où on n'a rien que le rétrocontrôle négatif des testicules sur le complexe hypothalamo-hypophysaire. Ici, on a soit un rétrocontrôle positif, soit un rétrocontrôle négatif. Donc voilà. Donc c'est ce que je voulais vous présenter dans cette vidéo. Donc nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Vous aurez toujours le sujet dans la description. Merci et à la prochaine. Salut à tous, avec un immense plaisir d'être parmi vous pour discuter d'un sujet de la SVT concernant la reproduction chez les mammifères. Sans plus tarder, je vous exhorte à vous abonner, de liker la vidéo, de partager. Ça ne coûte totalement rien de liker cette vidéo, de partager. Moi, ça me procure de la force. Ça me procure de la force pour continuer. On y va avec le sujet. On se propose d'étudier quelques aspects de la physiologie de la reproduction chez la femme. Le document 1 représente de façon schématique des structures observées dans une coupe d'ovaires. À noter ces structures en utilisant les numéros indiqués sur le document 1. 2. À quel moment de la vie sexuelle de la femme il est possible d'observer ces structures? Justifiez votre réponse. Donc on y va avec la réponse. Donc ici nous avons le 1 qui sont les capillaires sanguins. C'est ça ici, ce sont les capillaires sanguins. Ce sont les capillaires sanguins. Capillaires sanguins. Le 2, nous avons le follicule primordial. Le 3, follicule primaire. Le 4, nous avons quoi? Nous avons les follicules secondaires. Nous n'avons pas la triangle ici. Follicule secondaire. Le 5, nous avons le tec ici, tec externe, tec interne, les cellules de la granulosa, la cavité folliculaire qu'on appelle androme, le follicule 2, tout ça là forme le follicule tertiaire. Tout ça là qui forme le follicule tertiaire. Le 11 sur le follicule mûr ou le follicule de Degraaff. Vous allez voir la trompe qui est bien développée. On le voit aussi qui est au milieu ici. Voilà c'est ça qui se présente très bien ici. Follicule primaire, follicule secondaire, follicule tertiaire, follicule de Degraaff. Nous avons le corps jaune rompu, le corps jaune ici fonctionnel. Voilà. Donc ces structures sont observées dans la phase folliculaire du cycle sexuel dès la puberté jusqu'à la ménopause, car la coupe d'ovaires montre les follicules en évolution, notamment le follicule mûr. Donc ce sont au niveau de la phase folliculaire, donc il n'y a pas à discuter là-bas. Le document 2 représente les variations des taux plasmatiques de diverses hormones A, B, C et D qui interviennent dans un cycle normal. A. Identifiant le justifiant chacune de ces hormones. B. Par quels organes sont sécrétées? Par sont-elles sécrétées? C. Quels sont les organes cibles de cette hormone? A. À partir de... On y va avec la correction. Donc l'hormone A. L'hormone A ici, on voit c'est au 14e jour, c'est le pic, c'est l'hormone luteinisante LH. Cette hormone est sécrétée le long du cycle avec un pic important au 14e jour, pic au 14e jour. Ici on a deux pics, c'est l'oestrogène. L'oestrogène, cette hormone est sécrétée le long du cycle avec un pic important le 13e jour et un autre pic moins important vers le 21e jour. Donc c'est tout ça. Le C, nous avons la FSH, la folliculostimulation. La FSH, cette hormone est sécrétée le long du cycle sexuel avec un pic peu important au milieu de la phase folliculaire et un deuxième pic plus important vers le 14e jour.
Donc c'est tout ça, il faut bien connaître ces trucs-là et tu vas en même temps. Quelques minutes, il y a 2 minutes, tu as déjà terminé ta justification. Ici, nous avons la progestérone. Vous voyez, c'est au niveau du 14e jour, au niveau du corps jaune. Le corps jaune. La progestérone, sa sécrétion est très faible au cours de la phase folliculaire, plus importante dans la phase luteinus, avec un pic lutéinique, avec un pic qui apparaît vers le 21e jour. Donc c'est tout ça, tout ce que je voulais vous présenter. Donc les organes responsables de la sécrétion de ces hormones, nous avons l'hypophyse antérieure qui produit la LH et la FSH, l'ovaire qui produit l'oestrogène et la progestérone. Les organes cibles de chaque hormone, nous avons l'ovaire pour la FSH et la LH, l'utérus, l'hypothalamus et l'hypophyse pour l'oestrogène et la progestérone. Donc c'est tout. C'est tout ça. Ouais. Nous avons l'ovaire ici. L'ovaire ici, qui est sécrété par l'ovaire, qui est sécrété par l'ovaire, l'ovaire qui est sécrété par qui sécrète l'oestrogène qui va agir sur l'utérus ou va agir sur l'hypothalamus, sur l'hypophyse en jouant un autocontrôle positif ou bien un autocontrôle négatif. Donc c'est tout. On y va avec vous aurez le sujet en main. Le 2 dit quoi? La sécrétion importante et rapide d'oestrogène par le follicule mûr vers le 14e jour déclenche l'apparition du pic de LH et de FSH par feedback positif au milieu du cycle provoquant l'ovulation. Donc, c'est ce que la question disait à partir du document 1 qui est passé et du document de préciser les conditions optimales d'ovulation. Donc, c'est la sécrétion importante. Nous avons l'apparition de LH qui agit. Donc, c'est la LH, le pic de LH qui va déclencher l'ovulation. Donc, c'est tout. C'est ça là. Ouais, autocontrôle positif, négatif, positif des hormones. Donc, ouais. On y va. Le document 2. Le document 3 représente deux états de développement différents, alpha et bêta, d'un organe cible au cours du cycle sexuel. Titrez et légendez ce document en rapportant au numéro indiqué. Donc on y va avec la correction. Donc c'est l'endomètre. Donc vous allez voir. Ici, on a l'endomètre, les dents, et le myomètre qui est autour de l'endomètre. Donc le A, c'est la coupe transversale de l'utérus en phase post-menstruelle. On a post-menstruelle ici, c'est prémenstruel. Donc on y va. Donc c'est ça. Donc ici c'est la phase folliculaire. Ici c'est la phase lutéinique. Post-ovulatoire. Donc on dit établir les liens fondamentaux et chronologiques entre les informations présentées par les documents 1 et 2 et les deux états alpha et bêta de l'organe du document 3. Au début de la phase folliculaire, représentant le 14e jour du cycle, il y a une synergie entre les deux hormones, la FSH et la qui permet le développement de la follicule tertiaire et la sécrétion d'oestrogène, favorisant la régression et la prolifération des cellules de l'endomètre. Structure A. Vous avez votre document en main. Vous avez votre sujet en main. Donc, vous allez regarder la structure A. C'est ça la structure A. Le pic d'oestrogène apparu à la fin de la phase folliculaire provoque l'apparition du pic du FSH et LH responsable du déclenchement de l'ovulation, autocontrôle, feedback positif. Après l'ovulation, le follicule repousse se transforme en corps jaune sous l'effet de la FSH et de la LH. Le corps jaune sécrète la progestérone des oestrogènes par les tissus, les cellules littéales, et l'effet conjugué des deux hormones permettent la poursuite du développement de la muqueuse utérine et la formation de dentelles utérines au niveau de la cellule B. Donc c'est tout ce qu'il faut. Ce sont les relations qu'il y a entre ces documents-là, le document 1, 2
tout là, les coupes au niveau de la phase prémenstruelle et la phase postmenstruelle. Donc, c'est tout ce que je voulais vous présenter dans ce document. Ouais, follicule de croissance ici. Nous avons l'expiration, l'ovulation, le corps jaune qui coupe la progestérone et l'oestrogène. Il y a en régression s'il n'y a pas fécondation. Ouais. Développement. La glande utérine est bien développée. Spirale bien développée. Au niveau de la phase sécrétive, les dentelles utérines sont bien là. C'est tout ça là. Bon, on se dit à plus pour une autre vidéo. Abonnez-vous, likez, partagez. Je suis là pour vous répondre. Salut à tous, c'est encore avec une immense plaisir d'être parmi vous pour discuter d'un sujet sur la SVT, plus précisément la fonction de reproduction chez les mammifères. Tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, je vous exhorte à vous abonner, de liker, sans vous goûter totalement. Vous n'allez pas mourir si vous likez cette vidéo. Ça me fait du bien, ça me procure de la force pour continuer. Et abonnez-vous aussi. Ici, on est avec la reproduction. Reproduction se multiplier, mammifère allaiter, la femelle qui allaite ses petits avec son sein. Donc, la fonction de fécondation est interne. Il faut pas oublier ça au niveau de la reproduction, c'est interne. Donc, le fœtus va se développer à l'intérieur de la femelle et après tout à l'accouchement. Bon, on peut dire ça. À l'accouchement, le petit va être nourri par le sein de sa mère. Sans plus tarder, on va aller au vif du sujet et je vais vous faire n'oubliez ici, cette vidéo va être en deux parties sûrement parce que ça va être un exercice sur mes expériences qu'il faut rester écouter très bien ce que je vais dire et on y va avec l'exercice. On se propose d'étudier les relations fonctionnelles entre l'hypophyse, testicule et les caractères sexuels. On réalise les expériences suivantes. L'expérience A, donc la première expérience, des rats d'un lot A castré, abduction des testicules, ont reçu des injections de testostérone. On les a enlevé le testicule, maintenant on les a injecté la testostérone, donc l'hormone qui est produit par les testicules. Le tableau ci-dessous représente la variation des poids des vésicules séminales après et avant la castration. Donc voilà le tableau. On dit analyser ces expériences et quelles conclusions peut-on tirer. Donc à quelle catégorie de substances appartient la testostérone et justifie. Donc on y va sans plus tarder avec la correction. Donc voilà, c'est ce tableau qu'on doit analyser. Analyser, il faut voir ce que tu vois, il faut dire ce que tu vois. Ici, on a avant la castration, nous avons après la castration, avant l'injection de la testostérone et après l'injection de la testostérone. Donc il faut juste commenter, il faut juste analyser le document. Donc le tableau représente la variation de la masse de vésicules séminales avant et après la castration. Avant la castration, le poids des vésicules séminale est égal à 2,575 grammes. Donc ça va être l'addition de ça divisé par 2 pour trouver le poids normal. Donc c'est la masse normale des vésicules séminales. Donc après la castration et avant l'injection de la testostérone, donc on va voir le pourcentage, on va voir si le poids a augmenté ou bien le poids a chuté. Donc on voit que le poids a chuté de 80,119%. Donc le poids a subi une chute de 80,19%. Donc vous allez calculer et faire
Vous allez calculer avec ça ici. Après la castration et après l'injection de la testostérone, le poids des vésicules séminales a subi une augmentation. On est ici, après la castration et après l'injection de la testostérone. Donc le même calcul ici, on voit que le poids des vésicules séminales a subi une augmentation de 56,72%. Faites les calculs. Et calculez aussi de votre côté s'il y a une erreur, faites-moi savoir dans les commentaires. Les testicules, on conclut que les testicules sont responsables du développement des caractères sexuels par l'intermédiaire d'une hormone mâle, la testostérone. Donc ici, la testostérone a plusieurs rôles, hein, mais ici on est au niveau du du testicule. Donc on est au niveau du testicule. Donc ce qui veut dire que le testicule, ici la testostérone, hein, qui est une hormone, et qui est le testicule, qui est la cellule sécréteur. Normalement c'est une cellule sécréteur, mais ici on a retiré, on a castré. Donc on a retiré, donc le testicule ne fonctionne pas. Donc ce qui veut dire que le rôle du testicule, c'est le développement des caractères sexuels par l'intermédiaire d'une hormone mâle, la testostérone. Parce qu'on a fait la castration, on a injecté la testostérone, on voit que le poids des vésicules séminales augmente. Or, normalement, lorsqu'on fait la castration, il n'y a plus de production de la testostérone. Les testicules, il n'y a rien qui ne fonctionne. Donc, or, on a injecté la testostérone, on voit que le poids augmente, on voit que les caractères sexuels se développent. Donc, ce qui veut dire que la testostérone est venue remplacer le rôle du testicule qui était là, qui produisait la testostérone pour développer les caractères sexuels chez ce rat. Donc, c'est à peu près ce qu'il faut savoir. On y va avec la question suivante. On dit à quelle catégorie de substance appartient la testostérone et justifier la réponse. La testostérone, il faut savoir que la testostérone, c'est une hormone. Donc, c'est une hormone. La testostérone est une substance chimique sécrétée par les cellules de Leydig. Les cellules de Leydig qui sont transportées par le sang et agissent à faible dose sur des cellules ayant des récepteurs spécifiques. Donc, les récepteurs spécifiques, ce sont les récepteurs de la... Exemple, ici, on est au niveau des cellules de la cellule des vésicules séminales. Donc, la fixation de la testostérone sur le récepteur modifie l'activité de la cellule cible. Donc, augmente le poids des vésicules séminales. Donc, c'est ça. Donc, ici, la testostérone agit plus au niveau des cellules responsables des caractères sexuels. Donc, stimule le développement des caractères sexuels, soit primaires, soit secondaires. Et à la puberté. Donc, c'est à peu près ce qui se trame au niveau de l'expérience A. On y va avec l'expérience suivante. Ici, l'expérience B dit quoi? Il est maintenant possible de mesurer la concentration sanguine de LH et de la testostérone malgré des valeurs très faibles. On fait une mesure toutes les heures pendant une journée. Le document ci-dessous montre les résultats obtenus chez des rats pubères. Le 3 dit, en partant d'une analyse de ce document, dégager le mode de libération de l'AH et de la testostérone dans le sang ainsi que la relation entre ces deux hormones. Voilà ce qu'on va commenter ici. On a la LH, on a la testostérone, la LH qui est en train plein et qui est la testostérone qui est non en train plein ici. Donc on y va. Donc pour la LH, la courbe comporte 5 plus 1, 2, 3, 4, 5. Donc pulsation oscille, plus oscille entre 2 nanogrammes par millilitre et 2 grammes et 2, bon à peu près 2,5 nanogrammes par millilitre.
et la fréquence entre une pulsatile pendant et de fréquence plutôt un pulsatile pendant 5 heures. Donc on a ici pendant 5 heures, on a un seul pulsatile pendant aussi 5 heures. Ici on a 5, ici aussi pendant 5 heures on a un, pendant 5 heures on a un aussi, pendant 5 heures on a un, pendant 5 heures aussi on a un approximativement. La sécrétion de LH est pulsatile et bon, pulsatile ça veut dire discontinu. Et la valeur normale est autour de 2,22 mg par millilitre par 5 heures. Donc c'est une valeur approximative. Donc on a juste fait une valeur approximative au niveau de la pulsation. Au niveau de la pulsation, on a fait une approximation. Maintenant, au niveau de la testostérone qui est un nombre plein, c'est ça ici, on voit la courbe comporte aussi 5. Donc on a 1, 2, 3, 4 et 5. Donc aussi entre, ici on est entre 600 et 800 millinanogrammes par litre et de fréquence de 1 plus à 1 plus pendant 5 heures aussi. Donc on va pendant 5 heures on a un plus, pendant 5 heures aussi on a un plus, pendant 5 heures on a un plus, pendant 5 on a un plus, on a 5 plus. Donc la sécrétion de testostérone est pulsative discontinue et la valeur normale est autour de 700 nanogrammes par millilitre par 5 heures. Donc il faut savoir faire la projection et déterminer une valeur approximative. Ce n'est pas exact, c'est une valeur approximative. Donc c'est une valeur approximative. Donc on a fait la synthèse. Donc on a calculé, on a divisé pour trouver la norme. Donc si tu dis 600 à 800, tu fais l'addition, tu divises par 2 pour trouver la valeur normale. Donc la conclusion nous dit quoi? Que la sécrétion de ces deux hormones est pulsatile, c'est-à-dire discontinue et de même fréquence. De plus, les plus de LH arrivent avant les plus de la testostérone. Donc ça avant, tu vois, les plus de la LH vient avant la plus de la testostérone. C'est juste ce que tu vois, que tu dis. Donc la LH contrôle la sécrétion de la testostérone. Donc si nous avons un pic de LH, on voit directement un plus. Après, on voit un plus de la testostérone. Donc, ce qui veut dire que la LH contrôle la testostérone. Donc, on a ça avant que un plus. On a ça avant que un plus. On a ça avant que ça vienne. On a ça avant que la testostérone se manifeste. Donc, c'est tout ce qu'il faut analyser sur cette expérience. Bon, je vais couper cette vidéo-là ici. Après, il y aura une autre vidéo aussi sur la suite. Salut, on va continuer avec la suite de notre vidéo sur la reproduction sur les mammifères au niveau de l'expérience C. On a déjà fait l'expérience A et B. On dit les dosages plasmatiques de LH sont effectués chez un rat pubère avant et après castration. Les résultats sont figurés sur le tableau ci-dessous. On dit d'analyser ces résultats obtenus et en déduire. Voilà. On y va sans plus tarder. Avec la correction. Voilà. Ici, on est avant la castration et ici, après la castration. Avant et après la castration. Donc, on va voir, on va dire ce qu'on voit. Donc, avant la castration, on voit que la courbe de sécrétion de LH est pulsatile. Donc discontinu. C'est discontinu. Ce n'est pas continu, ça va. C'est discontinu. Il y a un plus, après on a eu un plus. Donc, elle renferme 4 plus de 4 nanogrammes par millilitre pendant 8 heures. Donc, la fréquence d'un pulsatile est de 2 heures. Bon, voilà, après 2 heures, on a un pulsatile. Après 2 heures, on a un pulsatile. Donc, c'est la même chose qu'on a fait au niveau de l'expérience B. Donc, la sécrétion des H est pulsatile et la valeur normale est autour de 4 mg
millilitres par tous les 2 heures. Donc, après la castration, on voit que la coupe de LH est pulsatile. Elle renferme 9 plus de fréquence de 16,5 nanogrammes par litre, dont la fréquence est de 1 heure. Pendant 1 heure. La castration provoque l'augmentation de la sécrétion de LH, donc fréquence et quantité, ce qui montre que les testicules en place freinent la sécrétion de LH. Donc il s'agit d'un rétrocontrôle négatif. Donc nous avons quoi? Nous avons, avant la castration, nous avons ça. Nous avons la sécrétion de LH avec 4 plus et à la normale de 40 nanomètres par millilitre par tous les 2 heures. Donc après la castration, on voit une augmentation de la sécrétion, donc une hypersécrétion de LH, donc ce qui veut dire que les testicules jouent un rétrocontrôle négatif au niveau de l'antéhypophyse, ou bien du complexe hypothalamus hypophysaire. Donc on y va avec l'expérience suivante. Donc ici il s'agit d'un rétrocontrôle négatif, donc c'est tout. Donc on y va avec l'expérience suivante. On pratique des injections de testostérone sur des rats pubères. On mesure les concentrations de LH durant 4 mois. Les résultats sont figurés sur le document ci-contre. Analyser ces résultats et déduire. Voilà, nous avons notre LH ici. Nous avons l'injection de la testostérone. Nous avons la durée. Ici, c'est lors de l'injection. Avant l'injection de la testostérone, la courbe LH est presque constante. Vous voyez, c'est presque constante. Et égal à, à peu près 10 normalement c'est 10 millimicrons par millilitre par litre. Donc il y a millimicrons ici. Donc c'est la valeur normale de LH. Donc après l'injection de la testostérone, on voit une chute. On voit une chute pendant 1 heure. On voit une chute pendant 1 heure en passant de 10 millimicrons par millilitre à 5. Donc il y a une chute. Elle reste constante jusqu'à la fin. Donc la testostérone injectée a freiné la sécrétion de LH. Donc on a injecté la LH, on voit qu'il y a une chute. Donc il y a un rétrocontrôle sur la LH. Donc déduction, les testicules exercent un rétrocontrôle négatif sur l'hypophyse par l'intermédiaire de la testostérone en freinant la sécrétion de LH. C'est très simple, c'est tout ça. Donc nous avons une sécrétion normale. Donc on n'a pas castré le rat. On lui a castré un rat pubère. On lui a injecté la testostérone. On voit qu'il y a une diminution. On lui a injecté, on voit une diminution de l'AS. Donc ce qui veut dire que la testostérone a joué un rétrocontrôle, a inhibé la sécrétion de la LH. Donc c'est tout ça. On y va avec l'expérience suivante. L'expérience E. On pratique des injections de testostérone sur des personnes volontaires. On mesure le taux des spermatozoïdes dans l'éjaculant. Les résultats sont figurés sur le document ci-contre. 6. Analyser ces documents obtenus. Quelles conclusions peut-on en tirer? Donc, on y va. Voilà, nous avons la barre des spermatozoïdes. Nous avons la durée. Nous avons ça c'est après l'injection, dans l'injection, avant l'injection ici. Donc, avant l'injection de la testostérone, le nombre de spermatozoïdes par éjaculant est de l'ordre de 75 fois 10 puissance 6, 10 puissance 6 par mètre par millilitre. C'est le nombre normal de spermatozoïdes dans l'éjaculant. Maintenant, après l'injection de la testostérone, le nombre de spermatozoïdes dans l'éjaculant s'abaisse à une valeur voisine de
bon, ça baisse à peu près de 10 fois 10 puissance 6 par millilitre pendant 2 mois. Pendant 2 mois. Pendant 2 mois. Après le début des injections de la testostérone. Puis cette valeur... pendant 2 mois. Sorry, c'est ici, ici, pendant 2 mois. Puis cette valeur reste faible et puis constante jusqu'à la fin de l'expérience. La testostérone injectée a freiné la production de spermatozoïdes. Donc, quelle conclusion peut-on en tirer? Donc, cette diminution du nombre de spermatozoïdes étant parallèle à la chute observée concernant la concentration plasmique en LH, on peut penser que la chute de la production de spermatozoïdes est causée par la diminution de la sécrétion de LH, car un taux élevé de la testostérone exerce un rétrocontrôle négatif sur le complexe hypothalamus-hypophysaire en freinant la sécrétion de LH et de la GnRH. Donc, ce qui veut dire que avant l'injection, on voit qu'il y a une production normale, de spermatozoïdes. Ensuite, on ajoute de la testostérone qui est normalement produite par les testicules normalement. On ajoute une testostéronomie. On voit quoi? On voit une diminution de la production des spermatozoïdes. Donc, ce qui veut dire que il y a quelque chose qui s'est passé. C'est quoi? La testostérone a inhibé la sécrétion de production des spermatozoïdes. Qu'est-ce qui est en cause? Donc, on va rentrer en haut. On va aller en haut pour voir qu'est-ce que la testostérone a fait. La testostérone agit sur quoi pour entraîner une diminution? Donc, la testostérone est partie inhiber le complexe hypothalamus-hypophysaire en exerçant un rétrocontrôle négatif. Donc c'est tout. Donc c'est tout ce qui se trame là-bas. C'est tout ce qu'ils ont raconté ici. Donc c'est le rétrocontrôle négatif qui s'exerce au niveau du complexe hypothalamus-hypophysaire. Donc ça inhibe. Donc la GnRH est inhibée parce que l'hypothalamus produit la GnRH qui agit sur l'hypophyse, l'anti-hypophyse normalement, l'anti-hypophyse pour donner la LH qui va agir sur la cellule de Leydig, plus précisément les testicules, qui va donner la testostérone. La testostérone qui va entrer dans la production des spermatozoïdes ou bien au niveau des caractères sexuels. Donc c'est tout. Donc l'inhibition, c'est un rétrocontrôle. Nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. J'espère bien que vous avez aimé. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de partager. Et ça ne vous coûte totalement rien. Moi, ça me fait du plaisir. Ça me donne de la force à continuer. Donc on se dit à plus pour une autre vidéo. Et passez une bonne, excellente soirée ou bien une bonne journée. Salut à tous, c'est encore avec un immense plaisir d'être parmi vous pour discuter d'un sujet concernant la SVT, la science de la vie de la Terre, sur la fonction de reproduction chez les mammifères, plus précisément chez les mâles. Reproduction multipliée, mammifères allaiter au sein. Tout d'abord, avant de commencer, je vous exhorte à vous abonner, de liker la vidéo, de partager, sans vous coûter totalement rien de liker la vidéo, de partager. Moi, ça me fait du bien, ça me donne de la force pour continuer. Sans plus tarder, on y va avec le sujet.
Afin de comprendre les relations fonctionnelles entre l'hypothalamus, l'hypophyse et les testicules, on réalise des expériences sur des singes. On rappelle que la fonction de la reproduction du singe est voisine de celle de l'homme. Donc le document 1 représente la structure anatomique du complexe hypothalamo-hypophysaire. Voilà, c'est ça. C'est l'hypophyse, ça, la terre, l'hypothalamus, ça ici. La tige de l'hypothalamus. L'expérience 1 dit quoi? Sur un singe normal, on a mesuré d'une part l'activité électrique des neurones de la zone 1 et leur sécrétion, la GnRH. Et d'autre part, la sécrétion des cellules hypophysaires, la LH. Le document ci-contre présente les résultats obtenus. L'expérience de l'ablation, on fait l'ablation de l'hypophyse sur un autre singe entraîne une chute de la sécrétion de la testostérone. L'injection d'une dose de LH rétablit la sécrétion normale de la testostérone chez cet animal. L'expérience 2, on dose le taux de plasmatique de LH sur un singe castré depuis 6 jours. On constate une augmentation de la sécrétion de LH par rapport à un singe normal. L'injection d'une dose de testostérone à ce singe castré ramène la sécrétion de LH à une valeur normale. Donc, on nous demande de faire quoi? 1. Analyser les tracés A, B, C du document 2 en vue de déduire la relation fonctionnelle entre l'hypothalamus et l'hypophyse. Donc, c'est le document 2, ça. On y va avec cette correction. Voilà, ici, c'est plutôt le tracé B, C qu'on peut analyser. Hein. Ici, c'est juste le DTPS. Donc, on a juste simulé la stimulation. Donc, le tracé B présente les pics de sécrétion de la GnRH. Les pics de sécrétion de la GnRH. Le tracé C présente des augmentations de sécrétion de LH qui se produisent après un temps de latence par rapport au pic de la GnRH du tracé B. Donc ici, on voit le pic de la, on voit la LH produit. Ici aussi, la LH produit le type de. Donc cela nous permet de déduire une relation fonctionnelle entre l'hypothalamus et l'hypophyse. L'hypothalamus sécrète la GnRH, l'hypophyse la LH. Donc il faut savoir ça. Donc le fonctionnement de l'hypophyse est sous la commande directe de l'hypothalamus. Donc on avait le schéma précédent, on avait montré. Donc les neurones de la zone 1 de l'hypothalamus sécrètent la GnRH d'une manière pulsatile, donc discontinue. La GnRH simule l'hypophyse qui sécrète la LH d'une manière pulsatile aussi. Donc s'il n'y a pas la GnRH, il n'y a pas la LH. Donc c'est l'hypophyse, l'hypothalamus qui produit la GnRH qui agit, qui stimule l'hypophyse pour donner la LH. Donc c'est tout ça. On y va avec l'expérience. L'expérience 2. Bon, on va aller voir ce qu'on nous demande de faire au niveau de 2. Le 2, nous expliquer les résultats des expériences 2 et 3. Que peut-on en déduire à propos du mécanisme de régulation de la testostérone? L'expérience 2 et 3 nous dit quoi? L'expérience 2, on a fait l'ablation de l'hypophyse sur un sujet, sur un autre sujet, entraînant une chute de la sécrétion de la testostérone. L'ingestion d'une dose de LH rétablit la sécrétion normale de la testostérone. Bon, ce qui veut dire que, il veut dire simplement que la testostérone est sous le contrôle de la LH. Donc, sous le contrôle de la LH. Donc, on dose le taux plasmatique de LH sur un sujet castré depuis 6 jours. On constate une augmentation de la sécrétion de LH par rapport à un sujet normal. L'injection d'une dose de testostérone à ce sujet castré ramène la sécrétion de LH à sa valeur normale. Bon, on y va avec la correction.
Donc, l'expérience dit la sécrétion de la testostérone par les cellules interstitielles est sous le contrôle de l'hypophyse par l'intermédiaire de la LH. Donc, la testostérone est sous le contrôle de la LH, bon, de l'hypothalamus par la LH. Donc, la castration, l'expérience dit quoi? La castration de l'animal entraîne la diminution de la sécrétion et de diminution de la testostérone du sang, ce qui provoque une augmentation de la sécrétion de LH. L'injection d'une dose de testostérone rétablit la sécrétion normale de LH. Cela s'explique par le fait que la testostérone contrôle la sécrétion de LH. Donc, c'est tout ce qui se dit dans cette expérience. Donc, on a castré l'animal. Donc, on a une diminution de la testostérone. Donc, si on a une diminution de la testostérone, ce qui va dire qu'il y aura une présécrétion de la LH. Donc, suite à l'injection de la dose de testostérone, donc ça revient à la normale. Ça revient à la normale. Donc, ce qui signifie que la testostérone contrôle la sécrétion de LH aussi. De dur, la testostérone est sécrétée sous l'action de l'hormone hypophysaire LH et exerce un rétrocontrôle négatif sur la sécrétion de la LH. Donc, la testostérone joue un contrôle négatif sur le complexe hypothalamus hypophysaire. Donc, ça ne joue pas ça ne fait pas un rétrocontrôle positif. C'est négatif. J'espère bien que vous avez compris. C'est négatif, c'est pas positif. Donc, on y va avec la question suivante. En utilisant les informations tirées des expériences précédentes, représentées par un schéma de synthèse, le mécanisme de régulation de la sécrétion de la testostérone. Donc, c'est un truc qu'il faut connaître. Voilà notre schéma de synthèse. Nous avons notre hypothalamus qui va sécréter la GnRH, qui va agir sur l'hypophyse qui va entraîner la sécrétion de la H, qui va agir sur les cellules interstitielles, qui va entraîner la sécrétion de la testostérone. Donc, c'est tout ce qui réunit. Donc, la testostérone qui va entraîner un rétrocontrôle négatif sur le complexe hypothalamus hypophysaire, donc l'hypothalamus et hypophysaire, un rétrocontrôle négatif, pas le contrôle positif, il n'y a pas positif là-bas. Donc c'est ça, c'est le mécanisme de régulation de la sécrétion de la testostérone. Donc c'est tout ce qu'on nous demandait ça. Nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. J'espère bien que vous avez aimé. Je vais vous rappeler, je n'ai pas dit ça dans les vidéos précédentes, mais je vais déposer le sujet dans les commentaires pour que vous puissiez voir le sujet, vous pouvez avoir le sujet en main et lire et regarder la vidéo. Donc on se dit à la prochaine pour une autre vidéo et passez une excellente journée. Salut à tous, encore avec un immense plaisir d'être parmi vous pour discuter d'un sujet concernant l'hérédité mendélienne, plus précisément la génétique formelle. D'abord, c'est quoi l'hérédité? L'hérédité, c'est la transmission des caractères et des ascendants aux descendants. Donc, et aussi la génétique, c'est une science. Donc, c'est une science qui étudie l'hérédité. Donc, et les variations, c'est-à-dire les différences entre les individus. Tout d'abord, avant de commencer, je vous exhorte à vous abonner, de liker la vidéo, de partager sans goût totalement rien, de liker cette vidéo. Moi, ça me procure du plaisir, de la force pour continuer. Donc, sans plus tarder, on va aller au vif du sujet. Ce qui nous amène. Voilà, on dit un généticien a croisé deux lignées pures de haricots. L'une a des graines blanches et l'autre a des graines rouges. On obtient en F1 des haricots uniquement à graines rouges. Donc, on nous dit quelle est la loi de même. On y va avec la correction sans plus tarder. Donc, le généticien, il croise des lignées d'haricots. Haricots qu'on mange chaque fois là. Des haricots blanches, donc des grains d'haricots blancs et des haricots rouges. Donc, on obtient, après ce croisement, on obtient des haricots à graines rouges.
Donc, quelle est la loi de Menden? Donc, c'est l'uniformité de la génération. C'est la première loi de Menden. La première loi de Menden qui dit quoi? L'uniformité de la génération hybride F1. Le B dit préciser la dominance des caractères. Donc, rouge apparu en F1. Donc, on obtient les grains uniquement rouges. Donc, ce qui veut dire que le caractère dominant, le rouge est le caractère dominant ici. Et le blanc est le caractère masqué, c'est-à-dire le récessif. Donc, par B, on a noté ça B. Et le rouge, le caractère dominant en grand R. Le 2 dit écrire les génotypes des parents et des hybrides de la première génération. Les génotypes, c'est ça là. Ça, ce sont les génotypes, ça. R sur R, ça, ce sont les phénotypes. Donc, on met grand R. Donc, les phénotypes, c'est ça, les détails. Donc, ça va les parents, nous avons rouge qui est dominant. Donc, c'est R sur R. Le B, c'est récessif. Donc, ça va être B sur B, petit B sur B. Donc, la génération, le génotype de B, ça va être quoi? Donc, lui va libérer R. Lui, il va libérer B. Donc, ils vont venir fusionner. Ça va donner quoi? Ça va donner R sur B. Donc, c'est ça. C'est le génotype de la F1. Donc, avec deux génotypes, grand R et R et B. Donc, c'est tout ce sont les génotypes des parents et des hybrides, ça. Et de l'hybride. On y va avec la question suivante. Lorsqu'on croise les haricots à graines rouges de la F1 entre eux, on obtient une deuxième génération constituée de 150 haricots à graines rouges et de 50 haricots à graines blanches. Faire l'échiquier de croisement permettant de vérifier théoriquement ce résultat. Donc on a croisé quoi? On a croisé R sur grand R fois R sur grand R. Donc R sur B plutôt, sorry. Donc on a croisé ça là deux fois. Donc F1 fois F1. Donc les gamètes qui sont libérées, nous avons R et B dans les deux, chacun au niveau de F1 et F1. Donc on va faire quoi? Ça et ça vont se croiser R sur R pour donner R. R et B. Or le R c'est dominant, donc ça va donner un phénotype R. Donc B sur R, ça va être B sur R sur B. Donc le R est dominant, donc ça va donner le phénotype R. Donc on a B sur B, ça donne B. Donc dominant et récessif, ça donne B. Donc le résultat des statistiques de la V, nous avons quoi? Nous avons 3 quarts représentant les graines, représentant les 150 haricots à graines rouges. Donc on a et un tiers, un quart plutôt, représentant les 50 haricots à graines blanches. Donc c'est l'échiquier et les résultats obtenus ça. Donc c'est ça. On a R. Donc ça fait 1, 3 quarts représentant les 150 haricots rouges et les 1 quart représentant les 50 haricots blanches. Les haricots à graines blanches. Donc c'est ça. On y va. Le 4. Cependant, le croisement des haricots à graines rouges et de F1 avec les haricots avec des haricots à graines blanches donne 100 haricots à graines rouges et 100 haricots à graines blanches. De quel croisement s'agit-il? Justifiez votre réponse. Ici, il s'agit d'un back-cross ou bien d'un test-cross. Ici, il s'agit d'un back-cross ou bien d'un test-cross, car c'est le croisement d'un individu à caractère dominant R avec un individu à caractère récessif. Le résultat donne 50% des individus de caractère dominant et 50% d'individus de caractère récessif. Alors, l'individu à caractère dominant croisé est hétérozygote ou hybride, donc de génotype R sur B. Donc, ce croisement, c'est un back-cross ou bien un test-cross. Et voilà cette justification. Nous avons 50% dominant et 50% récessif, car le caractère dominant est hétérozygote. Le F1 est hétérozygote. Donc,
nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. J'espère bien que vous avez aimé. Si vous avez des commentaires, je suis là pour vous répondre. Merci et n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Ça ne coûte totalement rien. Merci et à bientôt. Salut à tous, ça va être encore un grand plaisir d'être parmi vous pour discuter juste un sujet, pas un sujet, c'est juste vous faire comprendre comment déterminer une projection, un angle au niveau de la projection lorsque vous voulez appliquer surtout le TCI. Donc c'est là-bas qu'il y a plusieurs personnes qui posent la détermination des angles. Or, ce n'est pas quelque chose de grand. Avant de commencer, je vous exhorte à vous abonner, de liker la vidéo. Ça nous coûte rien. Faites un petit pouce et c'est tout. Allons-y avec le plan incliné. Voilà, moi c'est au niveau du poids surtout qu'il faut déterminer. Lorsque il faut déterminer les angles. Donc les autres forces, il n'y a pas de souci là-bas. Donc vous allez voir l'angle qui est ici. Vous allez voir, bon, vous allez tasser le point qui est perpendiculaire à ce plan-là. Donc vous allez, l'angle qui est ici, c'est encore l'angle qui est ici. Donc c'est ça, l'angle qui est ici, qui est encore l'angle ici. Donc vous allez tracer votre perpendiculaire passant par le point là et passant par le point là. Vous allez voir nos droites perpendiculaires. Ils n'ont pas même sommet, ils sont pas dans le même. Bon, ils sont pas du même côté, ils sont pas du même côté que la droite séquente. Donc c'est ça. Vous allez voir. Donc c'est tout ça. L'angle qui est ici, c'est l'angle alterne externe qu'il faut appliquer. Donc c'est pas quelque chose de grand qui est là-bas. Donc on y va avec le cercle. Au niveau du cercle, c'est la barre de Fresnel. Toujours au niveau du cercle, c'est la base de Fresnel. Il n'y a pas d'autres bases, d'autres repères que vous pouvez. Que si ce n'est pas la base de Fresnel. Donc, je vous ai dit, c'est avec le poids, on projette. Hein, c'est toujours avec le poids. Donc, il n'y a pas trop de manigance. Donc, nous avons la normale, vous allez placer votre repère. Nous avons la normale qui est toujours centripète. Il faut toujours, c'est centripète, ça va vers le centre. C'est toujours vers le centre. Il n'y a pas la tangentielle qui suit le mouvement. Vous allez voir, c'est mon poids ici. C'est le poids ça. Donc vous allez tracer une droite, une horizontale. Et vous allez voir que ça doit être perpendiculaire à ça. Donc ça va la normale ici, la tangentielle ici. Donc l'angle qui est ici, l'angle qui est ici, c'est encore l'angle qui est ici. Donc tout ça fait ça, c'est encore le même angle qui est ici. Le même angle ici. Donc le même angle ici. Le même angle ici. Donc c'est le même angle. Donc ici, pour déterminer l'angle qui est ici, donc on va tracer notre parallèle. Hein. On va tracer notre parallèle. Notre parallèle, une droite parallèle, et là, une droite parallèle à ça. Donc c'est ça. Vous allez voir que nous on est dans deux droites séquentes ici. Donc vous allez voir que l'angle qui est ici, l'angle l'angle qui est ici, c'est encore l'angle qui est ici. Donc c'est tout ce qu'il faut déterminer en angle alterne et externe. Donc ok, on y va avec une suite de sujets. Bon, il y a un bonus ici, c'est sur, bon, sur un cercle aussi, mais c'est couché. Vous allez voir, c'est notre poids ici. Nous avons notre réaction normale, donc c'est Fresnel aussi, hein, c'est toujours Fresnel qui est centripète, ça va vers le centre, lui sur le mouvement, notre solide descend comme ça. Donc, vous allez voir comment déterminer l'angle ici. Nous avons, vous allez, je vais tracer... Je vais tracer une droite parallèle passant par ce point. Vous allez voir, parallèle à ça. Donc, vous allez voir que nous sommes dans une droite séquente, dans deux droites séquentes. Vous allez voir l'angle qui est ici, c'est encore l'angle ici. C'est l'angle alterne externe. Donc, c'est la même chose.
langue alterne externe. Donc c'est tout ce qu'il faut déterminer. Donc là, ici aussi, on peut tracer aussi, bon, langue qui est ici, c'est encore langue qui est ici. On peut tracer notre parallèle à ça pour savoir langue qui est ici, là, c'est où. Langue qui est ici, c'est encore langue qui est ici. Donc c'est quelque chose comme ça. C'est juste appliquer les propriétés, les trois propriétés au niveau de langue alterne externe et c'est tout. Nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. J'espère bien que vous avez aimé. Et désolé pour ces petits bruits qui sont dans cette vidéo. Je vous exhorte à vous abonner, de liker et de partager la vidéo. Ça ne vous coûte totalement rien. Moi, ça me fait du bien, ça me procure de la force. Et on se dit à plus pour une autre vidéo.